Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Diplômé de l'UQTR en entrepreneuriat et management, va lancer une application pour aider à payer moins cher l'épicerie avec un fonctionnement différent de Reebee. Ça s'appelle Easily. 2018, il avait présenté à son frère il avait présenté avec son frère au Dragon un ensemble de voyages en mousse mémoire comprenant un oreiller de voyage, un coussin lombaire, un sac pour les bras et un masque pour les yeux. Tabarouette, il y avait du stock. Le tout adapté au long voyage. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus capables. Dans l'avion, il n'est plus capable. Et en fin 2019, Phil Dallaire est déménagé en Chine pour commercialiser ce produit sous la marque de Hibou, je pense que je le dis comme du monde. Puis la pandémie arrive. Il décide alors de faire de la business reliée à la pandémie en Chine avec sa conjointe qui est chinoise. En Chine, il trouvait que la technologie était développée, entre autres, pour se faire livrer de la bouffe, dont l'épicerie pas chère. Ça lui a donné l'idée de l'application. En août 2022, il a publié sur TikTok une démonstration de son système en comparant les prix des melons d'eau de plusieurs commerces. Et cette vidéo a obtenu 1 demi-million de vues. De toute évidence, c'est bon. On avait un bon filon. Donc, Phil Dallaire, bienvenue. Donc, finalement, c'est un entrepreneur dans l'âme, pas à peu près, là. Oui, bien, merci pour l'invitation. C'est très apprécié d'être ici. Donc, t'es un entrepreneur pour vrai. Oui, bien, ça fait déjà 8 ans que je suis un entrepreneur. Ça a commencé, ma première expérience, en fait, c'était une entreprise de franchise de peinture étudiant. Puis, j'ai fait ça pendant 1 an. Mon frère était franchisé, lui, à Québec. Moi, c'était à Trois-Rivières. Puis, suite à cette expérience-là, on voulait développer notre propre entreprise, mais on n'avait aucune idée dans quel domaine on voulait développer notre entreprise. Fait que pendant une couple de mois, à chaque fois qu'on rencontrait un problème ou un besoin dans une journée, on marquait la solution sur notre tableau à idées. Finalement, c'est notre père qui est arrivé de voyage, puis il nous a dit « Les gars, j'ai eu le plus voyage de toute ma vie. Pourquoi vous n'essayez pas de régler ce problème-là? » Puis, on a commencé à créer un premier prototype avec des bouts de bois, des cordes, des serviettes. On a fait un premier prototype avec notre grand-mère qui était fonctionnel. On a travaillé avec une designer pour finalement arriver avec un produit là, qu'on pouvait commercialiser. Wow! Extraordinaire. De où ça part, tu penses? Parce que c'est drôle, hein? Je parlais avec quelqu'un hier, j'étais avec justement quelqu'un qui est un peu comme toi, là, qui part des compagnies à tout bout de champ et qui est très organisé, puis il achète des compagnies qu'il ne connaît pas, là, des affaires dans des domaines qu'il ne connaît pas 0, mais sa formation, de la manière qu'il est, il réussit à pogner n'importe quelle compagnie puis à en faire un succès. Qu'est-ce qui fait que c'est plate parce qu'il y a peu de gens qui ont ça en dedans d'eux. Ce serait toujours mieux qu'il y en ait plus, mais comme n'importe quoi, je veux dire, on ne peut pas pousser sur une fleur pour qu'elle pousse. On ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc, il y a le nombre de personnes qui. Est-ce qu'il y a un peu de peur là-dedans ou c'est carrément, t'es né de même? Puis tu as des idées plein la tête, puis il y a un peu d'ADN des parents souvent qui étaient un peu comme ça. Comment tu t'analyses de savoir que tu as toujours des idées aussi flyées, puis de commencer à vouloir partir d'un projet avec des cordes, puis des bouts de tissu, puis des patentes de main pour arriver au produit final? Ça part de ma jeunesse, en fait. Depuis que je suis jeune, à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à jouer au tennis. Puis quand je fais quelque chose, ça devient une obsession. Donc, c'est comme si ma vie devient, en fait, tourne autour de ce que je suis en train de faire. Donc, quand j'étais jeune, c'était le tennis. Ensuite, j'ai changé pour le ski. À chaque fin de semaine, je venais skier au Mont-Sainte-Anne avec ma famille. Puis, j'ai même étudié aux États-Unis là, pour finir mon secondaire pour le ski. Puis, mon objectif, c'était de devenir un skieur professionnel. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc, je suis rentré à l'université avec l'objectif de développer une business qui allait fonctionner. Donc, c'était ma nouvelle obsession, en fait. Donc, depuis l'âge de 18 ans, c'est bon ce que tu dis. Est-ce que tu penses que, un peu comme les meilleurs joueurs de golf, les meilleurs tennismen ou tenniswomen ou encore meilleurs skieurs, on a peur de le dire, là, mais il y a un côté extrémiste d'une certaine manière. Est-ce que ce que tu viens de me dire, est-ce que tu penses que tu as un côté extrémiste? Ça veut dire que quand tu embarques dans quelque chose, il n'y a plus rien d'autre, c'est juste ça, juste ça, juste ça? Tout à fait. En fait, ma vie tourne autour de l'entrepreneuriat depuis 8 ans, mais depuis que j'ai commencé à travailler sur Easily, tout ce que je fais, en fait, je travaille, je vois même pas ça comme du travail, c'est vraiment ma vie. Puis tout ce que je fais, en fait, je veux m'assurer que je peux faire avancer l'entreprise. Puis, je vois pas beaucoup d'amis. Je suis passionné par ce que je fais, puis je sais que j'ai beaucoup de sacrifices à faire pour y arriver,
mais je ne ferais rien d'autre. Là, tu as dit que tu as fait un bout aux États-Unis, mais je vois sur LinkedIn que tu as étudié à UK. Oui, j'ai étudié aussi en Angleterre. J'ai fait ma dernière année d'université. C'est en banlieue de Londres. Ouais. En banlieue de Londres, OK. Ouais. Tu es allé là-bas pourquoi? Pour que ton anglais soit parfait? Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est un programme d'échange étudiant que j'avais avec l'UQTR. Okay. Donc, j'ai pu terminer mon université là-bas. C'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir être en Europe. Puis, tout est proche. Donc, j'ai pu voyager, expérimenter différentes cultures, de rencontrer des gens de partout. Ça m'a permis d'ouvrir encore plus ma vision vers le monde, sur le monde. Donc, j'ai été très chanceux de pouvoir vivre ça. Juste avant qu'on tombe avec l'application, le bout là, que tu as voulu lancer avec ton frère, puis que tu t'es ramassé en Chine, puis là, il est arrivé la COVID, puis finalement, ça l'a probablement ralenti le développement que tu avais pour tes produits. Est-ce que tu as une période là-dedans? Parce que c'est quand même tu ne vises pas un marché local. Si tu t'en vas t'installer en Chine, c'est parce que tu veux avoir quelque chose qui est global. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à trouver du financement, donc des gens qui vont embarquer avec toi, soit comme actionnaire ou encore carrément des gens qui vont te prêter de l'argent? Ou comment ça fonctionne pour être capable de financièrement, être capable d'aller au bout des choses avec ça? Parce qu'il faut que tu te nourrisses. Il y a énormément de recherche et développement, il y a énormément d'investissement. Souvent, les gens d'affaires, quand ils sont au début d'une business, ils ne se prennent pas de salaire, ils vivent avec très peu de moyens, ils s'endettent personnellement pour injecter des fonds dans la compagnie. Ils vont même probablement, s'ils ont de l'immobilier ou des REER, ils vont même les mettre en jeu. Comment toi, tu as fait de ce côté-là pour être capable, parce que c'est un gros projet que tu avais initialement là, avant celui de l'application? Tout à fait. Il y a un programme qui s'appelle Futurpreneur, qui est en partenariat avec la BDC. Ça, pour les entrepreneurs canadiens, c'est un des meilleurs programmes pour lancer. Donc, on est pu aller chercher un prêt avec ça. Ça nous a aidé à couvrir les frais initiaux là, pour qu'on puisse mettre le tout en place. Puis, à l'époque, il y a quelques années, quand j'ai lancé ça, je vivais toujours chez mes parents. Donc, ça me permettait aussi de réduire mes coûts. Puis, j'étais encore à l'université aussi. J'étais au UK, en Angleterre, pendant que je travaillais sur l'entreprise. Puis, ça, mes parents m'ont aidé de ce côté-là là, pendant toutes mes études. Puis, quand je suis déménagé en Chine, en fait, l'objectif, c'était, premièrement, ça coûte le moins cher, excepté les appartements. Là, fait que la vie, en général, c'est quand même moins dispendieux. Puis, je vivais avec ma conjointe. Donc, ça allait aider à réduire les coûts. Mais l'objectif derrière, si on veut la croissance qu'on voulait aller chercher, c'était de travailler avec des duty-free, donc des magasins hors taxes un peu à travers le monde. Donc, ça nous permettait en fait d'avoir des commandes upfront pour qu'on puisse utiliser cet argent-là pour qu'on puisse passer les commandes. Donc, c'était vraiment là-dessus qu'on misait. Puis, malheureusement, ça n'a pas... Est-ce que la compagnie t'a vendu, t'a arrêté? Qu'est-ce qui est arrivé à la fin, finalement, en raison de la COVID? C'était quoi la conclusion? On s'est rendu compte que c'était une entreprise qu'il fallait arrêter là, parce que, malheureusement, la pandémie, ça nous a rentré dedans puis c'était plus viable. Donc, on a liquidé le stock. Il reste encore quelques oreillers disponibles là, puis des coussins sur notre site web, mais il y en a peut-être une 50aine. On a tourné la page, puis mais c'est une belle expérience que je garde avec moi. Tu aurais dû appeler ça Phil Pillow, parce que Mr. Pillow sur Fox News, je le vois en tabarnache, lui. Lui, c'est incroyable. C'est pas le même genre c'est pas le même genre d'oreiller, là, mais c'est une bonne business. Mais ça a dû te faire mal, parce que tu as l'air à tellement t'investir dans tes projets. Comme tu dis, tu deviens quasiment fou à t'occuper quasiment 24 heures sur 24 de ton projet. Comment ça l'a fait de ton vrai premier projet? Souvent, il y en a qui sont plus émotifs que d'autres, là, mais je veux dire, il y en a qui vont avoir de la misère à se relever de ce premier échec-là. Est-ce que tu as pris ça dur, le premier échec? Pas vraiment, parce que je vois ça plus comme une opportunité de croissance. Puis le fait que j'aie des échecs, c'est la preuve que j'essaye. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Tout ce que j'ai appris dans le passé, je peux l'appliquer aujourd'hui. Fait que si j'avais pas essayé ça, si j'avais pas eu ces échecs-là, on serait pas en train de se parler aujourd'hui. Donc, je voyais ça plus comme une opportunité vers d'autres choses. Et ça t'a, de ce que je comprends, je sais pas, regarde, je sais pas ce bout-là, mais j'essaie de voir que probablement cette première compagnie-là t'a donné la chance de rencontrer ta conjointe. Tout à fait. J'ai rencontré dans un voyage d'affaires en 2018, j'allais rencontrer des fournisseurs.
Puis c'est quand même une histoire qui est quand même assez spéciale. J'étais déjà allé en Chine pendant que j'étais en Angleterre pour aller rencontrer les fournisseurs pour on conclue avec qui on allait faire affaire. Puis on avait fait un événement là, à Trois-Rivières, puis c'était un concours en fait de pitch, puis il y avait une des personnes qui nous avait demandé est-ce que vous avez juste un seul fournisseur? Puis il nous avait dit les gars, vous avez besoin absolument de 2 fournisseurs. Fait que là, ça nous a fait comme réaliser que c'est vrai qu'on ne pouvait pas être juste attacher à un seul. Donc là, je prépare un voyage pour le mois de novembre. Là, je voulais que mon père vienne avec moi parce que je me disais ça serait cool de faire un voyage père-fils. Il ne voulait pas, il disait je travaille, etc. Finalement, je réussis à le convaincre avec ma mère. Ça a pris quand même 2-3 mois. On part ensemble 8 jours. On est arrivé à Shanghai. Après ça, on a fait différentes villes. On arrive à Shenzhen. Puis Bonnie, qui est le nom de ma conjointe, elle nous attend à la porte de la gare de train. Puis la première journée, on passe la journée ensemble avec elle puis sa boss. On parle de business. Le lendemain, il nous amène dans un vieux village qui était en banlieue, là, pas trop loin de où qu'on était. Puis, elle achète un cadeau à mon père qui voulait dire « good fortune », tu sais, je te souhaite d'avoir la fortune. Puis, moi, elle m'avait acheté un cadeau qui voulait dire « je te souhaite de trouver l'amour », en fait. Puis... il y avait un message! Ouais. Puis, tu sais, en fait, moi, pour ça, je suis là, merci. Fait que là, ils sont en train d'aller nous porter à l'aéroport. Mon père, il dit « je pense que cette fille-là, elle a quelque chose pour toi ». Fait que là, j'étais là, voyons donc, ça fait 2 jours qu'on se connaît. Bref, fait que je reviens à Montréal, on continue à FaceTime. Ensuite, je pense que c'était début janvier, donc 2 mois après, je suis allé en Chine pour la voir, puis on était pratiquement déjà un couple. Puis ça fait maintenant 4 ans là, quasiment qu'on est ensemble. Wow! Mais pour revenir à ce que je disais, quand elle a donné le cadeau, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était que je sois son client. Donc, Attends, vois ça plus tard. T'as quel âge, toi? Vois-tu que ça t'a influencé? J'ai 27. T'as 27, tout jeune. Incroyable. Mais dis-moi, est-ce qu'au niveau communication, à ce moment-là, elle parlait déjà anglais? Ouais. Donc, ce problème-là était déjà réglé? Oui, elle parlait anglais, mais ça arrivait régulièrement qu'il fallait qu'elle utilise un traducteur pour qu'on ait une discussion fluide. Fait qu'au début de notre relation, c'était pas aussi fluide que maintenant. OK, donc maintenant, son anglais est quasi parfait. Son français aussi. Wow, ça, c'est les bouts que j'aime. Ça, c'est ces histoires-là, je trouve ça extraordinaire. Donc, juste pour ça, la première compagnie vaut parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc, juste ça, le fait que tu t'es pas rendu aussi loin que tu aurais voulu te rendre en raison de la COVID, ben regarde, juste ça valait la peine. Mais ça t'a donné donc tout de suite, je dirais, la gymnastique puis la manière de faire les choses. Donc, mais quand tu as quand même passé, c'est souvent les gens, ils vont avoir un échec avec un produit et ensuite, ils vont lancer un autre, parce c'est des entrepreneurs dans l'âme, puis ils sont capables de prendre n'importe quoi, mais souvent, au début, il y a comme un lien avec la première. Tandis que là, tu as 0 lien. Application qui recherche les deals, etc. Il y a 0 lien avec la première compagnie. C'est arrivé comment, cette affaire-là? Je te dirais, c'est vraiment en observant le monde alentour de moi, puis voir les opportunités de qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, le voyage, par exemple, c'est un problème que plusieurs personnes vivent quotidiennement. Mais pour ce qui est de l'application, en fait, c'est vraiment venu avec l'efficacité de la technologie que j'ai vécue en Chine. Tout est fait pour que ça soit extrêmement efficace. La ville que je vivais, Shenzhen, il y a 13 millions de personnes. Tu sais, le matin, là, quand tu prends le métro, ça fait les lignes à l'extérieur, puis c'est un autre monde complètement. Donc, tout est fait pour que ça soit accéléré. Puis Mais ça, c'est la ville de l'électronique, là. Oui, exactement. Donc, c'est la ville près de Hong Kong qui était rien il y a à peu près 20 ans. Là, je pense qu'il y avait 3 bâtisses en place. Exactement ça, oui. Okay. Donc, tout est fait pour que ça soit extrêmement efficace. Donc, tu sais, il n'y a personne qui traîne de portefeuille. Tout le monde va payer avec leur cellulaire. Te faire livrer de la nourriture, que ce soit du restaurant ou ton épicerie, ça prend 30 minutes. Puis tu vois les livreurs qui sont en train de courir. Là. Tu sais, là-bas, ça roule. Donc, c'est vraiment basé sur cette efficacité-là que je me suis dit, tu sais, je pourrais probablement apporter quelque chose de similaire au marché nord-américain. Puis, j'ai commencé à faire mes recherches parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais, c'est développer une plateforme que nos utilisateurs auraient l'opportunité de commander tout ce qu'ils veulent en l'espace de 30 minutes puis se le faire livrer. J'ai commencé à faire mes recherches, des grosses compagnies que je n'aimerais pas qui faisaient déjà ça. Donc, je me suis dit, je ne peux pas vraiment apporter une valeur ajoutée, mais à ma surprise, j'ai trouvé aucune plateforme qui permettait de comparer les différentes offres. Donc, ça a comme été mon aha moment, si on veut. Donc, on a commencé à développer un comparateur de prix pour les services de livraison. Donc, nos utilisateurs pouvaient choisir leur repas, puis ensuite filtrer par le moins cher, plus rapide pour choisir s'ils voulaient se faire livrer décider par quelle entreprise ils voulaient se faire livrer.
Puis, c'est vraiment arrivé comme ça, en fait. C'est les recherches initiales basées sur l'expérience que j'ai vécue là-bas. Là, il y avait, dans le marché nord-américain, tu as Reebee, tu as Flip. Il y en a d'autres, j'imagine. J'utilise Reebee beaucoup au Québec. J'utilise Flip ici aux États-Unis où je suis présentement. Il y en a d'autres, Jerry? Non, mais moi aussi, moi, c'est Reebee, je vois quasiment 2-3 fois par semaine. C'est ça. On paye sur l'article qu'on veut, il se met dans une liste. C'est ça. Je pense qu'il y en a maintenant qui tu peux même chercher les raisins puis il va te trouver quel raisin va être en spécial. Je ne sais pas si c'est dans les applications actuelles. Donc, toi, quand tu as regardé ça, l'offre qu'il y avait en Amérique du Nord, tu t'as trouvé ta niche, puis tu as trouvé la différence de ton produit entre le tien et ceux que je viens de nommer là. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui te reste à faire pour que... parce que souvent, l'idée, c'est bien. Ensuite, même la développer au niveau technologique, c'est bien. Mais ce que je vois souvent dans ces produits-là, c'est ce qu'on a de la misère à imaginer, nous autres, quand on voit, voyons, comment ils peuvent dépenser autant d'argent. Finalement, quand tu regardes leur budget d'exploitation et la quantité d'argent qu'ils mettent pour acquérir un consommateur, donc pour essayer de faire connaître le produit, donc sur le web, etc., puis que les gens aient downloadé l'application, ça, c'est extrêmement dispendieux. Donc, comment on fait pour concurrencer ces gros joueurs-là? Je ne sais pas qui est derrière Reebee et Flip maintenant. Est-ce que c'est des initiatives qui ont parti avec du monde comme toi puis qui ont été achetées après par des gros joueurs qui avaient les moyens de les développer? Je ne sais pas si tu as étudié toute l'histoire de tes compétiteurs et qu'est-ce que tu vas faire de différent, mais j'aimerais ça t'entendre sur c'est quoi le prochain step pour que ton produit devienne finalement très populaire. Si je ne me trompe pas, Reebee a été acheté par Flip, là, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans. Okay. Mais pour répondre à ta question, en fait, il y a plusieurs choses qu'on doit développer. Premièrement, c'est la différenciation. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas développer un produit qui existe déjà. Tu sais, je ne sais pas si tu connais le livre Blue Ocean Strategy, mais en fait, qu'est-ce que ça l'explique? C'est que pour vraiment pouvoir concurrencer, en fait, ce que tu veux, c'est pouvoir développer un marché qui n'y a pas de compétiteurs, en fait. Donc, développer quelque chose qui est vraiment unique. Parce que sinon, tu ne veux pas être dans un Red Ocean où il y a déjà des compétiteurs qui font la même chose, qui essaient juste de se voler des clients. Donc, on veut vraiment arriver avec quelque chose qui est vraiment différent, puis qui apporte une vraie valeur ajoutée comparativement à ce qui existe déjà. Puis ça, on a déjà fait toute notre timeline. L'application est déjà en développement depuis 1 mois et demi. Donc, on prévoit lancer la première version en mars 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour se faire connaître jusqu'à présent? On a une communauté sur TikTok de plus de 40 000 abonnés. On crée du contenu que les gens apprécient. Donc, on mentionne notre solution à travers nos vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Parce que tu l'as dit, un des gros challenges, en fait, c'est l'acquisition de clients, mais aussi tout ce qui est d'investissement en développement. Puis, il y a énormément de dépenses qu'on ne voit pas qui se passent en arrière. Mais on a lancé une campagne de sous-financement le 1er décembre pour nous aider, en fait, à accélérer le développement de l'application. Donc, en échange des contributions de nos supporters qui peuvent nous aider avec aussi peu qu'un $, chaque dollar est très, très apprécié, ça nous permet, en fait, de prendre ce montant-là puis de pouvoir le réinvestir dans le développement de l'application. Donc, plus le montant est élevé, plus qu'on va être capable d'accélérer le développement de l'application. Puis, au bout du compte, plus qu'on va être capable de développer un produit qui va être meilleur puis que les gens vont pouvoir utiliser, en fait, plus rapidement, qui va pouvoir, au bout du compte, leur permettre d'économiser davantage. Oh, wow. Donc, tu me dis à peu près combien de temps pour le premier draft de l'application que les gens vont pouvoir prendre? Oui, donc l'application va être lancée en mars 2023, la première version. Puis, tous ceux qui nous ont supportés, en fait, vont être les testeurs là, pour le fin janvier, début février. Ils vont pouvoir avoir accès à l'app en avant-primeur vu qu'ils nous ont supportés. Puis, Et comment fonctionne l'app, juste comme ça? Là? C'est-à-dire que, tu sais, je comprends que Reebee, finalement, c'est un Publisac dans une application. Là. Ouais. Donc, je sais que le financement se fait de la même manière que mettons, Transcontinental va charger. C'est pas de la même manière, mais je veux dire, c'est pas gratuit d'être sur Freebie pour, mettons, Maxi, pour Home Depot, ces choses-là. Donc, il paie. Il y a une manière de payer son emplacement, puis il y a des choses donc, au niveau financement que je connais pas toutes là, sur soit Flip ou Freebie, là, mais c'est Freebie, c'est ça. Vous autres, c'est quoi le moyen? Est-ce que vous devez faire affaire avec les épiceries ou vous êtes capable avec votre moteur de recherche de justement faire le tour de tout ce qui est disponible
sur le web via les sites de ces épiceries-là pour avoir toute l'information anyway de ce qui est en spécial. Avez-vous besoin d'avoir un deal avec eux? En fait, c'est une bonne question parce que, premièrement, comment qu'on travaillait là, quand on a lancé la première version du comparateur, on faisait tout le travail manuellement. Puis comment qu'on va chercher l'information, c'est qu'on va sur les sites web un par un. Donc, c'est un service qu'on offre. Exemple, tu me dis, hey Phil, je veux que tu me déneiges mon entrée. Bon, ben, je vais te payer 20$. Là, tu me dis, bon, ben, je veux que tu trouves l'épicerie la moins chère. On va aller faire le tour des sites web pour toi. Pour ce qui est, en fait, des partenariats, là, présentement, il y a encore du travail qui est fait manuellement, puis on veut automatiser le processus le plus possible. Mais il faut faire attention pour rester, en fait, de façon légale, la façon qu'on utilise, puis qu'on va chercher les informations. Donc, la meilleure façon pour ça, c'est de développer des partenariats avec les épiceries, mais ça reste qu'on peut quand même le faire à un certain degré sans avoir de partenariat. Puis, pourquoi que les épiceries voudraient développer un partenariat avec nous? En fait, nous, ce qu'on veut permettre, là, c'est aux consommateurs comme aux épiceries d'avoir une meilleure transparence sur le marché, puis leur permettre de travailler, en fait, avec une meilleure transparence, dans le sens que on veut leur permettre on veut leur partager certaines informations de nos utilisateurs, évidemment pas le nom ou leur information personnelle, mais par rapport aux habitudes de consommation, leur faire comprendre qu'est-ce qui se vend le mieux, puis qu'est-ce qui se vend le mieux à telle date ou à tel prix, pour qu'ils puissent, en fait, avoir une meilleure compréhension du marché, parce qu'il n'y a aucun endroit qui existe qui peuvent comprendre et qui peuvent connaître, OK, Jeff, cette semaine, il a acheté ça cette semaine. Jerry a acheté ça. Oui. Donc, ça, c'est énorme. C'est beaucoup de valeur qu'on peut apporter aux épiceries qui va leur permettre, en fait, d'ajuster leur pricing. Puis, on espère aussi pouvoir permettre d'éviter le gaspillage à travers ça, parce que s'il y a des produits qui sont sur une date qui vont bientôt expirer, qui pourraient le mettre en rabais, je sais qu'il y a déjà des applications qui font ça, mais de l'avoir tout à un seul et même endroit sur ton panier d'épicerie, ça pourrait être une autre valeur ajoutée aussi qui va leur permettre de réduire leurs pertes. Donc, il y a des avantages des deux côtés. Oui, je comprends. Surtout que ça va être on s'entend que les histoires de pertes, là, on voit la pression cette semaine sur Home Depot pour des affaires qui ont été achetées. Donc, ça, c'est la nouvelle game, là. Les vendeurs de n'importe quoi, là, que ce soit de la guenille, que ce soit de la bouffe, que ce soit n'importe quoi, il va y avoir beaucoup de gens qui vont surveiller, qui jettent beaucoup. Donc, ça, c'est un défi à venir. Mais est-ce que les épiciers vont avoir tu sais, les plus petites épiceries, il y a de plus en plus d'épiceries, je pense que nous autres, on a Panier Extra. Panier Extra, pas nécessairement les moyens d'avoir un site web, parce que eux autres, ils achètent des palettes, mettons, avec Costco, avec Maxi, des choses comme ça. Et ils ont un paquet de spéciaux que nous, on donne dans la publicité plus traditionnelle. Mais est-ce qu'eux vont pouvoir, des choses qu'ils mettent sur leur page Facebook, est-ce qu'ils auront un outil où ils pourront s'inscrire et dire, regarde, moi, je suis un petit joueur indépendant, mais j'ai du stock pour faire économiser beaucoup de monde. J'ai du Cheese Whiz cette semaine, j'ai des patentes comme ça. Rentre l'article, la photo avec le prix, et finalement, c'est comptabilisé. Ça donne... Parce que le but ultime, c'est que les gens paient le moins cher possible. Mais s'ils n'ont pas ces petits joueurs-là, peut-être qu'ils vont payer le Cheese Whiz une pièce de plus dans le plus bas des épiceries traditionnelles. Je ne sais pas si tu me suis sur ma question. C'est exactement ça. Écoute, tu vois, dans le futur, là, c'est exactement ce qu'on veut développer, c'est-à-dire, là, on commence avec les grandes bannières parce que c'est là qu'on peut rejoindre le plus de personnes. Mais à long terme, c'est même à court moyen terme, là, qu'est-ce qu'on veut, c'est non seulement avoir les grandes bannières, mais aussi les petits commerces locaux qu'on aimerait en fait pouvoir afficher leurs produits. Parce que, comme tu as dit, ça arrive très souvent en fait que les commerces locaux vont être moins chers pour certains produits. Je me souviens, j'avais fait une vidéo pour une collaboration qu'on avait faite avec un commerce à Châteauguay qui s'appelle Remplis ton sac. Puis, on avait comparé, c'est un sac de fruits. Puis, pour les mêmes fruits et légumes en fait, ça coûtait 28 $, tandis que pour les grandes bannières, c'était entre 60 et 90 pour la même affaire. Wow! Ouais. Wow! Ah non, regarde, il y a un marché extraordinaire là, regarde. Écoute, on va passer le temps des fêtes, on va te laisser travailler sur la première version, puis on aimerait bien ça te donner un coup de main pour que les gens, je sais que tu as une communauté TikTok qui est importante, puis les gens peuvent contribuer déjà à vous aider financièrement à développer. Mais on a besoin de ça, là. Surtout avec l'inflation dans le piton de même. On a besoin de services comme le vôtre. Donc, tu es le bienvenu, Phil, pour venir lancer officiellement l'application quand elle sera disponible dans le App Store et dans le Google Play, Google Store. Là. Donc, l'invitation est lancée, puis bonne chance pour les prochaines semaines. On veut économiser, on a besoin de notre budget, on a besoin de ton produit au plus sacré, mon ami. Merci beaucoup, Jeff. Très apprécié. Ça fait plaisir. Regarde, tu vois, moi, on ne s'est pas croisés, on ne se voit pas, là, mais j'ai
j'ai peut-être un 7e sens, je ne sais pas trop, là, mais tu sais ce que tu t'en vas, puis j'espère que ce sera ce produit-là, puis que ça va être bénéfique pour tout le monde, mais peu importe ce qui va arriver. Je suis vraiment pas inquiet pour toi, puis bravo jusqu'à maintenant, t'es très, très, très solide, c'est le fun d'entendre ça. J'aime entendre des jeunes, souvent on dit « Ah, les jeunes sont ci, les jeunes sont ça », les jeunes sont extraordinaires. Donc, félicitations, puis bravo à tes parents. Quand on est parents, on sait que derrière ça, il y a, dans la famille... pour quand on accomplit des affaires pas pires, il y a un bon papa et une bonne maman qui donne tous les outils à leurs kids pour aller ce que tu t'en vas en ce moment. Donc, bravo à eux. Des fois, les enfants sont pas portés à s'en rendre compte, quoi qu'il y en a plusieurs qui le voient, mais quand on est parent, on sait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, donc ils peuvent être très fiers. Ouais, je leur en dois beaucoup, en effet. Ouais, c'est très, très bon. Mais merci, tu es très gentil. Merci.